Messieurs, mesdames, chers amis, on est en train de commencer cette discussion concernant la crise économique et sociale et politique en Grèce et sa radiographie littéraire. On a trois écrivains, ils ne sont pas tous les trois grecs à 100%. On a notre ami Kaplan qui est albanais mais qui est presque naturalisé grec maintenant et on aime comme un vrai grec. On a notre ami Vassilis Alexakis qui est grec mais qui écrit en français et la jeune écrivaine Kalia Papadaki qui vient de publier un livre, la traduction dans le livre en français avec un prix européen pour 2017, si je ne me trompe pas. La direction, pour la direction de la discussion, c'est aussi quelqu'un qui aime la Grèce, qui a suivi toute l'histoire de la crise économique grecque et politique. Il était l'envoyé spécial du Monde en Grèce et il connaît l'histoire de la Grèce et toutes ces petites histoires politiques qu'on a vécues pendant surtout les premières années de la crise, disons entre 2010, 2011 et 2015. De la part de la Fondation grecque de la culture, je vous remercie d'être ici ce samedi matin et je laisse la parole à Alain qui va diriger toute la discussion et je le remercie beaucoup. Alain, à toi. Merci Elias. C'est vrai que j'étais correspondant du Monde à Athènes de 2010 à 2013. Et c'est vrai que pour notamment toutes ces petites histoires politiques, j'ai eu un excellent professeur en direct qui était Elias. Donc ça me fait un grand plaisir de le revoir là. Et d'ailleurs de revoir un certain nombre de gens que je croisais régulièrement, comme Vassilis, évidemment. Et avec Gouzmen Kapliani, on ne s'est pas rencontrés quand j'étais en Grèce, mais il se trouve que, bon, étant correspondant en Grèce, j'ai quand même essayé d'apprendre le grec. Difficilement, je n'y suis pas vraiment arrivé, mais un de mes professeurs, Vaé, pour m'apprendre le grec, à un moment, on a travaillé sur un texte qui était un texte de Gouzmen qui était tiré de son petit journal des frontières. Voilà, donc ça me donne une impression un peu de famille, quoi. Donc, je vais très rapidement présenter les auteurs. Enfin, Elias l'a fait. Vassilis Alexakis est très bien connu, évidemment, en France. On peut dire c'est le plus grec des écrivains français, le plus français des écrivains grecs. Il a une œuvre évidemment abondante et on voit dans ses derniers livres, notamment dans L'Enfant grec et dans La clarinette, apparaître cette crise qui ronge le pays depuis les années 2010. Gouzmen Kapliani, lui, alors on pourrait dire, est le plus albanais des écrivains grecs, le plus grec des écrivains albanais. Lui, il a fait le choix d'écrire en grec. Donc je pense qu'on parlera évidemment de la crise, mais je pense que c'est intéressant après de parler un peu de cette question de la langue et du changement de langue, puisque c'est le cas à la fois de Vassilis et de Gouzmen. Et notamment, enfin, Gouzmen raconte bien aussi ce qu'est l'émigration dans un pays où là, lui a été un émigré à un moment donné où c'était les Albanais qui émigraient
Et ensuite, on connaît l'histoire des migrations qu'il y a eu ensuite avec tous les réfugiés qui sont arrivés sur les îles grecques. Alors, Kalia Papadaki, elle aussi nous parle d'histoire de migrants, mais c'est des migrants grecs au début du XXe siècle qui ont pris un bateau pour aller aux États-Unis dans le cadre de son livre, d'autres en Australie et dans le monde entier. Donc là, elle ne nous raconte pas la crise grecque dans ce livre, mais un peu plus la crise américaine. C'est un peu son livre, c'est un peu l'envers du film Mariage à la grecque, qui était une comédie qui racontait un peu la vie de ces Grecs émigrés aux États-Unis sur un fond ludique, et c'était plutôt des Grecs qui s'étaient enrichis. Là, le livre, on voit le quotidien dans une ville pauvre de la côte Est. C'est l'histoire de la crise de 29. Ensuite, c'est la crise de la désindustrialisation. Et c'est ce que raconte ce récit, avec ce rattachement aussi à la langue grecque, mais de plus en plus lointain dans les nouvelles générations. Alors pour commencer, peut-être pour introduire le débat sur la crise grecque, je vais citer un propos de Vassilis dans un excellent journal du soir qui disait, lors d'un passage en Grèce où j'avais essayé de travailler sur ces questions un peu de crise et de littérature, il me disait: c'est impossible de parler de la Grèce, de situer une action en Grèce sans que la crise soit présente. Elle est assise à toutes les tables, dans tous les bus. C'est la vedette sinistre du pays, notre soleil noir. Alors, on va commencer. Vassilis, c'était il y a 2 ans. 2 ans après, est-ce que c'est toujours la même chose ? Oui, je ne me souvenais pas d'avoir écrit ça. J'aimerais relire la suite pour me souvenir. Écoutez, moi je suis né dans un pays en crise déjà au lendemain de la dernière guerre. Il fallait absolument apprendre une langue étrangère pour envisager déjà de s'expatrier, n'est-ce pas ? Donc on a vécu, moi je me souviens très bien de l'Institut français d'Athènes, où j'apprenais, on avait pour exemple une famille française, la famille Dupont, je ne sais pas, qui avait une maison charmante, un jardin charmant, 2 enfants charmants. C'était formidable quand même. Non, ce que je voulais dire de l'Europe, c'est que j'ai vaguement... Bon, à l'époque, il était difficile pour un Grec de voyager déjà. La frontière, ça signifiait quelque chose. On n'était jamais sûr de pouvoir la passer. N'est-ce pas ? C'était un moment angoissant, le moment de traverser des frontières. Or, évidemment, aujourd'hui, c'est devenu très simple. Mais alors, il ne faudrait pas, si vous voulez, que l'Europe redevienne comme l'un des États qui la composent. Si c'est pour refaire la même chose au niveau européen et de bloquer toutes les frontières, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas ? L'essentiel, c'est de condamner la notion d'étranger, qu'il n'y a pas d'étranger. Donc, à propos de la Syrie, à propos de, je veux dire, le sens du voyage est de découvrir qu'il n'y a pas d'étranger, qu'il n'y a pas de distance. C'est ça fondamentalement, je pense. Donc, je verrais plutôt le rôle de l'Europe dans ce sens, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une ouverture européenne et pas du tout une fermeture, une bureaucratie et tout ce qui s'ensuit. En Grèce, il y a un courant assez fort anti-européen
Évidemment, les idées simples ont du succès auprès des gens modestes et incultes, malheureusement. Donc, évidemment, l'idéologie de l'extrême droite se répand pas mal, n'est-ce pas? C'est très inquiétant, d'autant qu'on a un passé où l'extrême droite a toujours été très présente dans l'armée, la police, les gouvernements grecs, etc. Donc, c'est une source d'inquiétude, n'est-ce pas, à la fois la crise économique et une crise politique latente, quoi. Voilà, pour le moment, c'est ça que je voulais dire. C'est pas... Mais on va parler aussi des langues. Oui, on en parlera après. Alors, Vassilis, tu mentionnes la question des frontières, et au fond des frontières qui apparaissent dans l'Europe à nouveau, alors qu'on pensait que précisément la vocation de l'Europe, c'était de supprimer ces frontières. Alors, j'ai envie de poser la question à Gasmen Capiliani, parce que au moment où l'Europe n'avait plus de frontières, vous viviez très abrité au milieu de beaucoup de frontières, dans un pays qui était barricadé, qui était l'Albanie. Vous avez consacré ce journal de bord des frontières à cette idée-là. Alors, vous avez franchi depuis plusieurs frontières, la frontière entre l'Albanie et la Grèce, et maintenant vous vivez aux États-Unis. Donc, parlez-nous justement de ce retour des frontières en Europe. Comment vous voyez ça? Moi, personnellement, je ne vois pas le retour des frontières en Europe, parce que je vois que l'Europe est devenue du temps que 1900... quand j'ai quitté l'Albanie, j'ai vu l'Europe devenir plus ouverte. Je pense qu'il y a que c'est seulement un moment de crise, mais ce que je voulais dire, c'est que en venant ici, je me sens réjoui et mal à l'aise à faire partie du groupe des écrivains vraiment très importants grecs que j'estime beaucoup. Je me sens très réjoui que je suis part de ce groupe. Je me sens très réjoui que je représente la Grèce. Je me sens très réjoui parce que l'année passée, j'ai représenté l'Albanie en Leipzig, en Allemagne. Je représente la Grèce aujourd'hui, comme ça que c'est un record. Je ne sais pas beaucoup d'écrivains qui ont représenté deux pays, hein. Et je me réjouis que ça vient des Balkans qui, dans l'imaginaire européen, sont toujours identifiés avec le nationalisme farouche et pas avec le multiculturalisme que moi je représente moi-même. Mais je me sens mal à l'aise parce que, ok, moi j'ai vécu toute ma vie dans la crise. Partout où je vais, il y a la crise. Albanie, Grèce, quand je suis allé aux États-Unis, il y a la crise politique parce que c'est venu Donald Trump. Je ne sais pas, il faut que je vienne ici en France. J'ai peur parce que je porte du malheur. Mais alors, ce sont des années que j'ai pris un petit peu un divorce géographique de la Grèce. Et j'ai pris un divorce géographique de la Grèce et de l'État grec et des institutions grecques pour une raison très, très concrète. Parce que c'est une histoire folle que je me suis un petit peu aperçu quand j'ai vécu en Amérique. Pourquoi j'ai toléré tant de temps pour ça arrive à moi. Parce que 10 ans, à peu près, j'ai été sous l'harcèlement, j'ai été harcelé par les services secrets grecs et par la police grecque. Ma vie est devenue schizophrénique parce que j'étais très très connu en Grèce, mais de l'autre côté, j'étais sous une pression psychologique quotidienne.
Et aussi parce qu'après 25 ans en vivant en Grèce, quand je suis été aux États-Unis, quand les nazis de l'Aube dorée sont entrés au Parlement, je me suis dit que je ne vais pas en Grèce, je ne me retourne pas en Grèce si je n'ai pas la citoyenneté grecque. 25 ans à vivre dans un pays et n'avoir pas la citoyenneté. Hein. Et l'État grec m'a dit, nous ne voulons pas que tu viennes ici. Et j'ai dû rester en Amérique. Et comme ça, j'ai pris un divorce, disons, géographique de la Grèce, mais de l'autre côté, en venant ici, je ne sais pas si je suis comme ces écrivains qui cherchent à écrire la dernière page de leur roman ou qui s'apprêtent à écrire la deuxième partie du roman. Je crois qu'on en est à la deuxième partie d'un long roman encore qui sera peut-être plus américain. Mais c'est vrai que ce que vous dites est important quoi, par rapport au fond au vécu de la crise grecque. On y reviendra peut-être un peu plus tout à l'heure, mais sur précisément l'accueil des Albanais en Grèce qui était quand même particulièrement mauvais. Ce que vous dites, c'est de ne pas avoir la nationalité alors qu'on est devenu un écrivain grec, c'est quelque chose d'assez incompréhensible. Et c'est vrai que les Albanais, enfin, mes filles qui étaient à l'école, au lycée français, l'insulte dans des cours de récréation, c'était Alvanos, quoi. C'était donc ce racisme et ce nationalisme grec est quand même un envers de la médaille, et ça va au-delà de la crise. Alors peut-être pour revenir quand même à la question de la crise, j'aimerais savoir, au fond, quand vous avez écrit ce livre qui raconte des crises américaines avant l'arrivée de Trump au pouvoir, est-ce que vous pensiez un petit peu à la situation aussi de la Grèce à ce moment-là ? Να ευχαριστήσω όλους εσάς σήμερα για την πρόσκληση. Je voudrais vous remercier tous pour cette invitation, tout d'abord. Καθώς και τους συνομιλητές μου, Et σπουδαίους de même συγγραφείς. que les autres personnes qui participent à cette discussion. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ προέρχομαι από μια γενιά που γνώρισε το άνοιγμα των συνόρων. Moi, j'appartiens à une génération qui a connu l'ouverture des frontières Και τη διεύρυνση της et Ευρώπης. l'ouverture et l'élargissement de l'Europe. Οπότε μεγαλώσαμε η δικιά μου γενιά πιστεύοντας ότι τα πράγματα πάντα έτσι ήταν και έτσι θα είναι. Notre génération estime donc que les choses étaient comme ça et qu'elles resteraient comme ça. Και σίγουρα σε μια περίοδο μη κρίσης. Et certainement dans une situation de non-crise. Όταν ξεκίνησε όμως η κρίση, έπρεπε να βρω τα λόγια, να μιλήσω για κάτι μέσα από μια μετατόπιση χώρου και χρόνου. Mais lorsque la crise a commencé, j'ai dû trouver les moyens et les mots pour parler d'une transformation et d'un mouvement et d'un changement de lieu et de temps. Είχα την τύχη να σπουδάσω στην Αμερική. J'avais eu la chance de faire mes études aux États-Unis. Οπότε, καθώς ήμουν εκείνα τα χρόνια στην Αμερική, αυτό πάντοτε που μου έκανε εντύπωση ήταν οι άνθρωποι της ελληνικής κοινότητας. Et ce qui m'a impressionné lorsque j'étais aux États-Unis, c'est ces gens de la communauté grecque des États-Unis Που είχαν τόσα όνειρα και έκαναν τόσες qui προσπάθειες, avaient tellement de πιστεύοντας rêves et qui avaient fait tellement d'efforts, croyant και κυνηγώντας το αμερικάνικο υποτιθέμενο όνειρο et espérant et pourchassant le rêve américain και δεν τα κατάφεραν. et qu'ils n'ont pas réussi. Και όχι μόνο δεν τα κατάφεραν, αλλά δεν μπορούσαν να επιστρέψουν και στην Ελλάδα με το ίδιο πλοίο που κάποτε
με το οποίο Et πήγαν. non seulement ils n'ont pas réussi, mais en plus ils ne pouvaient pas rentrer en Grèce, ils ne pouvaient pas retourner en Grèce avec le même bateau qu'ils avaient pris pour partir. Γιατί έπρεπε να επιστρέψουν ως πετυχημένοι ποτέ αν επέστρεφαν. Parce qu'il fallait retourner, il faudrait rentrer au pays après avoir réussi en tant que personne ayant réussi. Πιστεύοντας ότι κανείς πρέπει να γράφει για την κρίση μέσα από μία απόσταση. Et comme je crois qu'on doit écrire de la crise en prenant une certaine distance, Εγώ βούτυξα σε αυτό το βιβλίο ως ένα προσωπικό βίωμα μέσα από τις ιστορίες ανθρώπων και γιατί πάντοτε με ενδιέφερε αυτή η εκδοχή. Πώς ζει κανείς με το τραύμα του να μην πετύχει, το να μην καταφέρει όλα όσα κάποτε ήλπισε, γιατί οι προσδοκίες βαραίνουν τους ανθρώπους. Αυτό που θα ήθελαν να πετύχουν και δεν κατάφεραν. Et ce qui m'intéresse, c'est justement ce qui arrive, comment ressentent les gens qui voulaient réussir, qui sont partis pour réussir et qui n'ont pas réussi, quel est leur sentiment devant cet échec. Και όσο έγραφα το βιβλίο, επίσης συνειδητοποίησα ότι τα μικρά γεγονότα είναι εκείνα που μας τσακίζουν, η καθημερινότητά μας παρά τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Γιατί κάπως συσπυρωνόμαστε στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα και αντιστοιχόμαστε. Et ce dont je me suis rendu compte également en écrivant ce livre, c'est que ce sont les petits événements qui nous marquent, parce que envers les grands événements, on a tendance à se rassembler et à réagir de la même façon, alors que dans les petits événements, chacun est confronté à lui-même. Οπότε αυτό ήθελα να πω. C'est ce que je voulais dire, voilà. Merci. Alors, en préparant ce débat, je me replongeais dans certains des livres et en feuilletant la langue maternelle de Vassilis Alexakis, qui a été écrit en 1900, enfin qui est paru en 1995. J'étais frappé parce qu'à un moment, dans des passages, il cite des dialogues avec une femme qui veut à tout prix l'entraîner à une manifestation contre le nom de la Macédoine, du pays voisin de l'ex-province yougoslave. Et d'ailleurs, dans ce dialogue, il dit mais moi, pour qu'ils aient un nom, ils peuvent s'appeler la Macédoine du Nord. Voilà. Donc, c'est 25 ans après, c'est le cas, quoi. Donc voilà. Et à peu près dans le même livre, assez peu, on parle de l'Europe de Maastricht, et puis tu cites le titre d'un quotidien qui dit la Grèce est en faillite. Et c'était en 95, donc juste avant la crise. Donc là, je voulais te faire réagir justement là-dessus, sur ce 25 ans après, sur ce deux cas, au fond, qui racontent toujours l'actualité grecque. Oui. On a parlé tout à l'heure aussi des frontières. Moi, j'ai l'impression que la crise a multiplié les frontières, que l'Europe ne fait que multiplier les frontières à l'intérieur des pays, évidemment. Parce qu'une des conséquences du libéralisme, c'est que l'écart entre les gens devient de plus en plus grand. Et déjà en Grèce, on me demandait si j'ai une vision idyllique de la Grèce, parce que j'ai vécu longtemps, une quarantaine d'années, en France. Non, on ne peut pas avoir une idée idyllique de la Grèce parce que tout le monde est contre tout le monde. Je veux dire, déjà dans les villages de Tinos, je sais que tous les paysans sont en procès à cause d'un bout de terrain, d'une toilette installée dans le jardin de l'église, ou l'inverse, enfin, la toilette peut appartenir à l'église. Donc, c'est plutôt un pays de conflit où la seule base, disons, à peu près sérieuse, c'est la famille. Évidemment, chacun défend sa famille contre les autres. On joue la famille contre tout le monde. Or, la crise économique a ajouté de la distance à l'intérieur de la société grecque, n'est-ce pas? Voilà. C'était quoi la question?
La question, Oui. c'était plutôt pour montrer que ce que tu avais évoqué sur la Grèce qui était toujours en crise. Et je citais cet exemple dans la langue maternelle sur, au fond, cette permanence de la Oui. crise avec la Grèce en faillite Et en 1995. Oui, il y a une chose qu'il faut dire, qu'il y a un très fort courant antisémite, ce qui me paraît incompréhensible, mais ça dure depuis très très longtemps. Ça, c'est pas nouveau et c'est très très inquiétant, je trouve. Voilà, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Peut-être parler aussi parler aussi de la France, d'ailleurs, parce que bon, mes souvenirs de la France, ça a commencé par un malentendu qui a peut-être duré toute ma vie. C'est qu'en arrivant en France, bon, je connaissais très très peu, très mal quand même la langue, parce que bon, c'est ça, c'est des choses que je raconte dans un livre. Hein. En arrivant en gare de Lyon, parce que c'est là que j'ai débarqué, je comptais aller à Lille. En débarquant en gare de Lyon avec mes valises énormes, etc., des affaires pour un an, parce que à l'époque, on avait à peine le téléphone, n'est-ce pas? On me demande l'heure. Et je dis qu'il était minuit, n'est-ce pas? Il faisait grand jour. Et le monsieur qui m'a dit ça m'a dit, non monsieur, minuit c'est l'heure du crime. Voilà comment ça a commencé. Et c'est un très bon début pour un romancier, parce que pour les romanciers, n'est-ce pas, la réalité a relativement moins de poids que la petite société qu'on crée dans sa chambre de bonne, n'est-ce pas? C'est dans cette petite chambre que les choses se passent en vérité, et le reste est assez loin. Bien sûr que la réalité fournit aux romanciers des petits détails intéressants. Pas souvent, la réalité n'est pas très souvent bien inspirée. Vous savez bien, elle ressemble à l'annuaire du téléphone. On ne peut pas lire la réalité. De temps en temps, elle a une bonne idée. De temps en temps. Moi, j'ai vu dans un café grec 2 jeunes gens très chics, un jeune homme et une jeune fille, en train de s'injurier d'une façon incroyable, mais ils buvaient très tranquillement leur café, mangeaient leur gâteau, etc. Mais c'était un langage incroyablement ordurier. Et puis en regardant un peu mieux, j'ai vu qu'ils avaient des partitions sur les genoux. C'était des jeunes comédiens qui apprenaient le rôle, tout simplement. Vous voyez, ça, c'est un moment où la réalité a eu quelque chose à dire, mais c'est rarissime. Donc le reste, on est obligé de l'inventer. Et voilà, il y a un monde, je pense que pour les 2 auteurs ici, qu'ils seront d'accord, qu'il y a un monde qui nous appartient, quoi, un monde imaginaire, n'est-ce pas? Voilà. Alain, je n'ai pas répondu à la question, mais peu importe. C'est pas grave. La réponse change la question. Exactement. Au fond, L'essentiel, c'est la réponse, pas la question. Quoi. Et alors, Guzman, vous, quand vous êtes arrivé, alors, j'aurais envie de vous demander, pour rebondir sur ce que disait Vassilis, quand vous êtes arrivé en Albanie, quand vous êtes arrivé en Grèce, il était quelle heure? Alors, vous avez dit que vous êtes arrivé en Albanie, parce que moi, je plaisante quelquefois et je dis que la Grèce, c'est une Albanie de succès et l'Albanie, c'est une Grèce de faillite, un petit peu, mais parce que j'ai vécu tous les 2 pays. Mais dans mon 2e livre, je m'appelle Europe parce qu'on parle ici d'Europe et de langue et de frontières. J'ai mis mon
protagoniste, disons, à vivre dans l'année 2050. Et à dire la vérité, j'ai un petit peu imaginé une Europe pas très, très optimiste parce que c'était peut-être parce que c'était le début de la crise en Grèce aussi. Et j'ai imaginé une Europe le sud de l'Europe, c'est quelque chose comme l'Argentine ou la Detroit en Amérique qui dans une faillite permanente. Chaque 5 années, il y a une faillite économique. Et aussi, j'ai vu une Europe fragmentée. Mais quand je suis allé aux États-Unis, j'ai changé ma vision de l'Europe. Je vois l'Europe un petit peu dans une clé plus optimiste. Et chaque fois que je viens en Europe, des États-Unis, je dis que dans notre histoire moderne, du siècle passé et de ce siècle, l'Europe, c'est dans le point meilleur historique. Hein? Si on veut, on peut aller un peu en arrière, par exemple, et lire les écrivains des années 30 pour comprendre qu'on est dans une situation pas si pessimiste en Europe. La question des frontières qui est centrale dans mon œuvre vient premièrement de mes expériences personnelles parce que j'ai vécu le problème de l'Europe, je pense, un des problèmes majeurs, parce que je viens de cette partie de l'Europe qui était méconnue totalement. On oublie, par exemple, quand on parle de l'Europe, que c'était un continent totalement divisé. Il n'y a pas d'autres exemples dans le monde entier. Un demi-siècle, nous sommes été totalement divisés entre l'Ouest et l'Est. Hein? L'Est communiste, l'Ouest non communiste. Et on n'a pas fait le dialogue entre ces deux parties. Hein? Entre ces deux expériences très, très différentes. Ça, c'est un trauma énorme pour un continent. Hein? Et moi, dans mes livres, j'essaie de développer, d'ouvrir ce dialogue entre les deux parties de l'Europe qui ont vécu des expériences totalement différentes. Je me suis choqué par l'indifférence qu'il y a à l'Ouest à comprendre l'expérience des gens dans un demi-siècle, des gens de l'Est. Je suis choqué quand je viens à l'Ouest, en France ou ailleurs, en Allemagne, et quand je dis que je viens d'Albanie, la réaction c'est que l'Albanie c'est quelque chose d'extraterrestre, mais ça fait partie de l'histoire européenne du XXe siècle, une histoire d'extrémité, une histoire de violence énorme. Et aussi parce que nous avons vécu le point tragique des frontières dans l'Est, je porte cette angoisse des frontières aussi pour le lecteur de l'Ouest. Parce que les frontières en Europe, on les a eues après la Première Guerre mondiale. Et l'établissement des frontières nationalistes meurtrières en Europe et après totalitaires, ça faisait partie de la guerre civile en Europe pendant un siècle entier. Hein? Et aussi, la fin de ces frontières, c'était aussi la fin de la guerre civile en Europe. Et le retour des frontières en Europe, ce n'est pas seulement une question bureaucratique. C'est une question de civilisation, de culture et de futur de l'Europe. Et donc, je m'appelle l'Europe, je m'envisage ça. Si on vit dans une Europe qui aura des frontières de nouveau,
on verra dans un continent, dans une guerre civile, peut-être culturelle. Que ça, c'est très crucial. Et moi, avec mon œuvre, parce que j'ai l'expérience tragique des frontières, j'essaie de faire comprendre cette dimension, disons, politique, existentielle et philosophique des frontières. Oui, et c'est vrai qu'on pense, qu'on pense à ce passage dans les mémoires d'un Européen de Stefan Zweig, où justement il s'aperçoit que tout à coup, il a besoin d'un passeport pour circuler, ce qui était plus le cas. Et c'est vrai qu'on sent que ça fait partie des inquiétudes aujourd'hui, quoi. Alors, j'aurais envie de revenir à la question de la crise et au fond et du rapport à la littérature, et en demandant au fond aux trois auteurs comment la crise doit rentrer dans leur littérature ou pas, et comment elle peut, comment éventuellement elle a changé leur littérature. En commençant. Σίγουρα η κρίση δημιούργησε μια πίεση και μια λογοτεχνική τάση να μιλήσει κανείς για την κρίση προσπαθώντας να εντοπίσει τα προβλήματα. Sûrement, la crise a créé une nécessité de s'en préoccuper et d'essayer de la mettre dans ses œuvres. Όμως εγώ δεν ανήκω σε αυτή τη γενιά Mais λογοτεχνών. moi, je n'appartiens pas à cette génération d'écrivains. Γιατί δεν πιστεύω στη στρατευμένη τέχνη. Parce que je ne crois pas à l'art engagé. Οπότε πιστεύω, ναι, η περιραίουσα ατμόσφαιρα και η κρίση με έναν τρόπο καθορίζει τον τρόπο που γράφεις, αλλά ασυνείδητα και έμεσα. Mais je crois effectivement que la crise détermine un peu la manière dont on écrit, mais d'une manière indirecte. Και γι' αυτό θέλησα μέσα από το βιβλίο μου να μιλήσω για την κρίση, μετατοπίζοντας σε χρονικά και χωρικά. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai voulu parler de la crise, mais en la déplaçant dans le temps et dans l'espace. Και τους χαρακτήρες μου. Et dans les personnages. Οπότε για μένα αυτός ήταν ο τρόπος να μιλήσω για την κρίση μέσα από ένα προσωπικό βίωμα όμως που σιγά σιγά αναπτυσσόταν. C'était ça pour moi la manière de parler de la crise à travers d'un vécu personnel qui s'est développé peu à peu. Επίσης τοποθέτησα το βιβλίο μου εκεί που λαμβάνει η χώρα το βιβλίο, σε μια πόλη την οποία δεν έχω επισκεπτεί ποτέ. J'ai aussi situé l'histoire de mon livre dans une ville que je ne connais pas, que je n'ai jamais visitée. Και παρότι έχω ζήσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αμερική, Et bien que j'ai vécu assez longtemps aux États-Unis, δεν είχα δει ποτέ την πόλη, ούτε είχα ζήσει χρονικά εκείνη την je περίοδο. n'ai jamais vu cette ville, je n'ai jamais visité cette ville, ni physiquement, ni à cette époque-là, ni à la même époque. Γιατί πιστεύω ότι η καθημερινότητα και οι απόψεις που σχηματίζουμε για τα πράγματα λειτουργούν ως τροχοπέδι. Καμιά φορά μέσα από την έρευνα βαθαίνει κανείς τη ματιά του περισσότερο και φτάνει σε καλύτερα συμπεράσματα και στην ουσία των πραγμάτων. Νομίζω ότι όλο αυτό που κουβαλάμε ουσιαστικά δεν μας αφήνει να εμβαθύνουμε. Parce que je crois que si on connaît trop les choses, ça nous empêche de rechercher, de retrouver d'autres choses, d'autres aspects de la réalité, et ça nous empêche précisément de créer quelque chose de différent qui n'est pas immédiatement ce qu'on connaît directement. Και αυτό έχει να κάνει με τις προκαταλήψεις μας. Et ça a à faire avec ce que nous avons comme préconception. Merci. Mais je crois que c'est pas une question de littérature engagée, quoi, de parler de la crise. Je crois que cette période de littérature engagée est un peu finie. Quand on pense au fond la création et la crise grecque, moi je pense à une sorte de fantôme qui est le fantôme du film qu'aurait pu réaliser Angelopoulos quand il est mort accidentellement au début de la crise grecque, et qui s'apprêtait à faire un film sur la crise économique, sur les migrants. Et voilà, ce film ne verra jamais le jour. Et pour moi, c'est une sorte un peu de fantôme de ce que peut être la création à partir de la crise grecque.
Alors, Vassilis, tu fais pas de la littérature engagée, mais effectivement, la crise rentre dans tes romans. C'est un petit bout de cette réalité dont tu parlais. Et un peu malgré moi, je veux dire, bien sûr que la littérature engagée est insignifiante, bien entendu. Mais malgré soi, puisqu'on fait vivre des personnages quand même dans un lieu nommé, bien entendu, on s'arrête et on s'arrête comme personne dans la rue où il y a des gens assis sur les marches des églises qui dorment là parce qu'ils espèrent avoir un peu d'argent de l'église qui ne donne bien entendu jamais rien. De toute façon, je vois de moins en moins de clochards devant les églises. Ils ont fini par se rendre compte qu'il n'y a rien à recevoir des popes, n'est-ce pas? Donc, non, mon idée pour la crise serait que, je te l'ai dit, je crois, Alain, il y a très longtemps, que la Grèce crée des cimetières un peu partout, dans les îles, etc. Il y a de la place pour créer d'innombrables cimetières et d'attirer les Européens, donc que la Grèce gagnera de l'argent en enterrant les gens. Voilà. Au bord de la mer, il y a des lieux comme ça. Donc je pense que l'idée pour les Européens aussi de se faire enterrer en Grèce, c'est pas mal. C'est une belle perspective. Il y a eu des morts illustres quand même dans ce pays. Donc une place dans un cimetière grec, c'est pas mal. Je vois très bien Merkel. Je ne sais pas dans quelle île je la mettrais. Peut-être près de la Turquie, par exemple. Macron, on attendra un peu. Il est un peu jeune, mais enfin bon, on l'accueillera, bien entendu. D'ailleurs, Macron, que j'ai vu à Athènes, je vais vous raconter ça en vitesse, il me disait qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre le grec. Et je lui disais que toutes les maladies en français portent des noms grecs. Je lui ai dit sur toutes les portes des hôpitaux français, il n'y a que des mots grecs. N'est-ce pas? Le cancer est grec, la pneumonie, la cardiologie, enfin tout est grec. Et il me dit, alors qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, vous n'avez qu'à vous faire hospitaliser. Et comme ça, c'est un premier pas vers l'enterrement, n'est-ce pas? Déjà, le retour en Grèce. Quand il arrivera, il saura la langue. Alain, je n'ai pas répondu encore à la question, mais... Si tu réponds aux questions... Je n'ai pas la tête, je n'ai pas la tête. Si, tu réponds. Mais alors, je dois te dire quand même que cette idée, effectivement, commerciale de Vassilis, il ne faut pas lui piquer cette idée quand même. Hein. Donc là, il se la réserve. Et puis, il y a des droits d'auteur, là. Voilà, c'est ça, oui. Quoi. Et il y a quand même des gens que tu n'as pas envie qui soient enterrés à Tinos, quand même. Non, pas à proximité de la maison. Non, ça, tu as raison. Tu as raison. Là, j'aimerais pas avoir des fantômes autour de moi. Il y en a déjà assez, hélas. Assez de fantômes. Et ça, c'est vrai que les fantômes, les gens disparus, etc., je pense que mes confrères, consoeurs m'approuveront. Ils font aussi partie de la vie. On parle tout le temps des vivants. Mais la présence des morts, elle est, il me semble, assez forte par moment, pour nous tous. Voilà. Et peut-être pour revenir à ma question quand même, c'est vrai que dans La Clarinette, ton dernier livre, au fond, tu racontes à la fois la mort de ton ami éditeur Jean-Marc Roberts, et en même temps, en parallèle, sa maladie, son déclin, et en même temps, celui de ton pays. Donc et là, on revient à la maladie, et c'est justement la Grèce en crise. Et on revient au cancer, parce qu'en fait, oui, il y a une sorte de cancer qui ronge la Grèce, et le mot cancer, bien entendu, est grec. Vous le savez, ça veut dire le crabe.
Et c'est un mot d'Hippocrate. Le cancer n'est pas du tout une maladie récente. Or, Hippocrate trouvait que les tumeurs cancéreuses ressemblent à un cancer sous le sable. C'est un tout petit peu invraisemblable. Tout le monde dit que c'est abusif un peu de comparer la maladie au crabe, mais tout le monde l'a adopté. Tout le monde en Europe, bien sûr. En arabe, le mot cancer ne signifie pas crabe, ni en chinois. Et en chinois, je me suis renseigné puisque j'ai eu aussi un cancer. En chinois, c'est la lettre A. C'est ça le cancer. C'est un A. Et ça ne signifie pas crabe, bien entendu. Et pour vous, Guzmán, c'est au fond la part de la crise dans la littérature, comment elle peut s'inscrire, comment elle doit s'inscrire? Mais je pense que pour la littérature, la société et l'être humain est toujours en crise. Et parce que la littérature a une sensibilité très grande envers la fragilité des sociétés, la fragilité de l'existence humaine, le caractère tragicomique des sociétés et de l'existence humaine. Si la littérature fait quelque chose, il peut sembler très, très simple, mais c'est toujours à nous porter envers cette perception, ce qui reste humain dans toutes les narratifs officiels, mégalomaniaques, ce qui reste humain, ce qui reste fragile, parce que ce qui est humain est très fragile. Les sociétés sont fragiles. Comme ça qu'il faut toujours être préparé pour la crise, et surtout en Europe. Moi, comme aux États-Unis, je pense que la différence entre les Européens et les Américains, c'est que nous, en Europe, on doit et on a une perception de la fragilité de la société, de la fragilité tragique de la société, parce que nous avons vu la catastrophe arriver dans notre continent dans le moment le plus glorieux, hein, la Première Guerre mondiale, chose que les Américains n'ont pas vue. Et je pense que cette conception, c'est très important. Mais de l'autre côté, chacun a il y a des moments des sociétés, des moments de crise qui sont très graves, qui sont comme la faillite d'une personne. Hein? Et quand on faillit comme une personne, quelquefois, c'est bon et c'est pénible parce que on se pose la question, qui suis-je? C'est ça le point de la faillite, qui est que les gens ont peur de la faillite parce qu'ils ne veulent pas se questionner, que suis-je? Hein? Et en parlant de la crise aussi, chaque écrivain a ses points de vue. Moi, comme un écrivain, je suis très intrigué par le monde de transition qu'on vit. Moi, parce que c'est une expérience personnelle, la transition de la guerre froide où tout était figé dans un monde qui est accéléré et qui court et personne ne sait vers où. Cette transition où tout bouge, hein, ça m'intrigue beaucoup et je pense que on vit dans un siècle pas des grandes confrontations idéologiques, on vit dans le siècle des contradictions grotesques. Par exemple, en Amérique, on le voit bien, hein, on a tous les jours une nouvelle sur Tesla et sur Amazon qui vont investir des milliards pour aller coloniser l'espace. Et il y a un présidente qui, chaque jour, parle de construire
un mur qui semble l'ancien mur de Chine. Moi, comme un écrivain, je suis très, très intrigué par cette contradiction des sociétés en transition qui, on ne sait pas vers où cette transition. On attend avec impatience votre livre sur l'Amérique. Alors, non, on verra. Et vous avez mentionné la question d'identité. C'est vrai, je voudrais, pour terminer, qu'on revienne sur la question un peu de la langue, enfin des deux langues, parce que c'est votre point commun à tous les deux. Et je lisais justement dans le livre Je m'appelle Europe, que vous avez mentionné tout à l'heure, à un moment vous dites, et au fond, en lisant ça, je dis que Vassilis a écrit un peu, au fond, l'équivalent aussi dans d'autres livres. Vous dites, le hasard a voulu que je vive entre deux identités et deux langues balkaniques. C'est moi qui ai choisi de passer la plus grande partie de ma vie en Grèce, dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Mais l'albanais prend de temps en temps sa revanche. Il lui arrive de me reprocher violemment de le négliger. Plus je vieillis, plus je suis sensible à ses récriminations. Il lui arrive aussi de se glisser dans une phrase en grec, incognito, surtout quand je suis fatigué. Ces intrusions me surprennent ou m'amusent selon les jours. Elles me perturbent aussi, car on dirait qu'elles viennent me rappeler la fragilité de ma relation à la langue grecque. Alors, j'aimerais... et Vassilis, dans tes livres, tu reviens souvent à ça. Tu parles la clarinette, je crois, tu l'avais commencé en grec, puis après tu as continué en français. Tu changes et justement par ce rapport à ces deux langues qui s'entremêlent aussi, comme l'albanais et le grec chez Guzmán. Oui, mais au début, j'ai dû faire un très très gros effort pour bien apprendre le français, pour pouvoir survivre à Paris. Ensuite, les années ont passé et j'ai fini par me sentir comme un traître. J'écrivais peu en grec, mes premiers romans, je les ai écrits en français. Ça me paraissait normal puisque j'écrivais dans des journaux. J'écrivais en fait tous les jours en français. J'ai épousé une Française, donc je vivais dans la langue et peu à peu, parce que les langues sont difficiles à apprendre, mais facile à oublier, n'est-ce pas? Au bout d'un certain nombre d'années à l'étranger, enfin, mon ami ne me contredira pas, on oublie très vite. Très vite. Ce sont des relations amoureuses qu'on ne peut pas maintenir par téléphone. C'est peu, n'est-ce pas? Donc, je me suis senti comme un traître et j'ai dû réapprendre le grec d'une certaine manière en venant en Grèce de plus en plus souvent. J'ai dû prendre des notes comme je faisais au début en France. Parce qu'en 10 ans, la langue aussi change. Nous changeons, mais la langue aussi. Elle évolue constamment et il y avait des mots que je ne comprenais pas. N'est-ce pas? Je cite le mot projectile, vlima, que les Grecs, pas de la génération suivante, utilisent. Moi, je pensais qu'une femme qui était vlima, c'était une femme très rapide, très vide, très vive. Or, ça veut dire le contraire, que c'est une imbécile. N'est-ce pas? Donc, il y avait des choses comme ça. Et j'ai fini par réapprendre ma langue maternelle, n'est-ce pas? Pour pouvoir garder un équilibre et utiliser les deux et me traduire dans les deux. Et comme on me demandera sans doute si en traduisant je change des choses, moi je traduis un manuscrit, je ne traduis pas un texte imprimé, n'est-ce pas? Donc bien sûr qu'il y a des améliorations que je peux apporter au texte, et d'une certaine façon on peut dire que la version finale du texte, c'est la version traduite, c'est-à-dire la version dans une autre langue que celle du livre. Bon, c'est un peu un paradoxe. Et pour finir, évidemment, pour les langues, je me rappelle, mais tu as parlé tout à l'heure de Tinos, je me rappelle d'une vieille dame, un étranger lui a posé une question en grec.
mais c'était une question élémentaire. Et cette dame a cru évidemment qu'il connaissait le grec, et elle s'est mise à lui raconter sa vie. Lui, par politesse, il secouait un peu la tête, etc. Bon, et il s'est barré à un moment. Et la dame m'a dit, tu vois, cet étranger, non seulement il parle le grec, mais en plus il le comprend. Voilà. Peut-être pour finir sur ce rapport aux deux langues, et maintenant, enfin, quand on est encore maintenant aux États-Unis, vous, comment vous vivez maintenant ce qui doit être un triple conflit presque? Ah oui, on va mettre un record à écrire dans 3 langues. Mais moi, parce que M. Alexakis a dit, comme toujours, des histoires superbes, avec sa manière unique. Je me rappelle quand j'ai écrit mon premier roman en grec, le petit journal de bord des frontières, qui pour moi c'était un grand événement, hein, parce que c'est un risque. On a peur qu'on sera ridiculisé, par exemple, parce que c'est pas ta langue. Et j'ai appris le grec dans un âge qui était mature. J'avais 23 ans, je ne savais pas un nom de grec. Et alors, j'étais très réjoui à voir que le roman est devenu immédiatement un roman de succès. Et on me téléphonait de diverses personnes pour me dire féliciter, congratulations. Il y avait eu un coup de téléphone par une dame, je me rappelle, et elle a dit alors je suis son nom et je veux vous congratuler pour votre excellent roman. Et je suis la présidente, elle a dit, d'une organisation de traducteurs et nous voulons vous donner le premier prix de notre organisation. Je dis, le premier prix, pourquoi? Pour avoir traduit votre roman en grec, elle a dit. Parce qu'elle ne pouvait pas s'envisager, se percevoir que j'avais écrit le roman en grec. Et j'ai demandé s'il y avait d'argent pour ce prix. Elle a dit non, il n'y a pas d'argent. Alors j'ai dit la vérité. Voilà. Merci. C'est qu'il n'y a pas d'argent. Alors j'ai écrit le roman en grec. Mais de l'autre côté, parce que... je pense qu'il faut qu'on arrête. Je trouve que c'est une très belle conclusion à ce débat sur ces doubles histoires. J'en rajoute juste une toute petite pour finir. Dans un autre livre de Vassilis, il parle de ce côté où il est lui-même son propre traducteur et il cite l'exemple d'un écrivain français qui a épousé sa traductrice et puis il dit « ça veut dire que je suis au fond peut-être ma propre femme ». Voilà. Merci à vous, merci à tous les 3 auteurs.